Jean Durigne, comment es-tu devenu musicien, étant donné que je t'ai rencontré d'abord par des livres, comme chercheur concernant disons, les musiques d'Asie centrale. Moi, c'est ma première rencontre, hein, c'est par les livres, ensuite par les enregistrements, puis ensuite par les concerts. Alors, comment es-tu devenu musicien? J'ai fait le parcours inverse, parce que j'ai commencé par la musique, j'ai continué par la musique, j'ai commencé à réfléchir sur la musique, et j'ai découvert des tas d'autres choses. Et la musique m'a conduit en Asie centrale, en Asie intérieure, en tout cas d'abord en Iran, beaucoup en Iran, et ensuite un peu plus loin. Et puis voilà, et j'en suis toujours là, quoi. Je suis toujours dans la musique, mais je ne peux pas me contenter simplement d'en faire. D'abord, j'aime bien en écouter, j'aime bien écouter les autres, découvrir des choses inouïes. Et depuis ma jeunesse, c'est comme ça. Je cherche toujours quelque chose. Et je trouve, et je cherche encore. Et je retrouve, et je recherche. Ça ne s'arrête pas. Et puis des fois, il faut un peu rendre compte euh, de ce qu'on a trouvé. Donc ça passe par l'écrit aussi bien, mais ça passe par la diffusion, par exemple, des CD. J'ai fait quand même une cinquantaine de CD, pas de moi, des gens que j'ai enregistrés sur pas mal de pays, de la Turquie jusqu'au Turkestan chinois. Donc c'est une façon aussi de partager ce que j'ai découvert. Et en même temps, c'était une question qu'on s'était posée un jour, mais c'était une époque entre ethnomusicologues. On s'est dit, est-ce que c'est arrivé que nous, on travaille sur quelque chose, sur une musique qu'on n'aime pas vraiment? On s'est tous regardés, on devait être une bonne dizaine. Et puis on s'est dit, bah non, on a tous travaillé sur des choses qu'on aime beaucoup. Donc, pour revenir à ta question, le parcours, c'est que c'est la musique qui m'a amené en Orient, en Iran, la musique occidentale que en fait j'ai en quelque sorte trahi pour la musique orientale. Et après, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, j'ai essayé de l'expliquer. C'est comme ça que je suis devenu aussi, on dit ethnomusicologue, mais enfin, j'ai pas travaillé sur des ethnies, j'ai travaillé sur des cultures et avec des personnes, même des personnes qui se situaient au-dessus de toute revendication identitaire ou autre, qui étaient vraiment des artistes. Oui, mais là, alors, tu jouais quelle sorte de musique quand tu avais 16, 20 ans? Tu as commencé dans quel champ musical, quel champ sonore quand tu as commencé? Avant de découvrir justement l'Orient, l'Extrême-Orient, l'Asie centrale. J'ai commencé avec ce qu'il y avait. Hein. Donc, bon, peut-être que j'ai aimé aussi, oui, j'ai dû aimer le rock ou des trucs comme ça, comme tous les jeunes. Mais j'aimais beaucoup plus le classique. Donc j'écoutais du classique. Et puis, malheureusement, dans ma famille, on faisait pas de musique, on avait juste un gramophone. Mais après, j'ai insisté et puis voilà, j'ai commencé à faire de la musique classique avec la guitare classique. Et puis, quand j'y repense, c'était évident que ce que j'aimais dans la guitare, premièrement, c'était un son que je retrouve dans des instruments orientaux. Si c'est le son de la guitare corde en métal, ben, on a tout ça en Orient. Et puis si c'est le son classique, ben, c'est le oud finalement. Donc c'est ça que j'aimais. L'harmonie, tout ça, j'étais pas très fort là-dedans. J'ai fait des efforts, mais bon, c'est pas trop mon truc. Et puis en fait, c'est les musiques modales qui me touchaient le plus. Déjà la musique, les classiques espagnols, la musique ancienne, médiévale. Donc finalement, par mon tempérament, j'étais déjà orienté vers les musiques modales. Euh,
Et ce qui fait que, bon, à cette époque, il y avait un brassage. Il y a des tas de gens qui taillaient la route et des copains qui revenaient de pays lointains, toujours vers l'Orient, hein, pas vers le Nord. Puis certains allaient en Afrique aussi. Et voilà, et donc on découvrait la musique orientale. C'était les disques. En fait, c'est curieux parce que c'était le début du tourisme à grande échelle. Les gens prenaient des photos, et puis après, ils faisaient des diaporamas, et puis ils avaient envie de mettre de musique de fond. Donc il y avait des séries de disques sur des pays en particulier. Alors on trouvait par exemple Turquie, Maroc, Algérie, monde arabe, des choses comme ça, Japon, Chine, et tous ces trucs, on les écoutait. On les écoutait avec les copains, et un jour, j'ai entendu quelque chose qui m'a complètement scotché et qui m'a attiré. C'était une mélodie iranienne sur un beau disque, et je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai envie d'apprendre. Parce que, bon, l'Inde, c'était aussi très intéressant, fascinant, mais on savait que plonger dans l'Inde... voilà, il fallait se mettre un pagne, et puis voilà, passer 15 ans là-bas pour arriver à peu près à comprendre quelque chose. L'Iran, c'était à la fois très mystérieux, en même temps, ça semblait plus accessible. Donc je suis allé en Iran pour apprendre cette musique, tout simplement. Oui, mais donc on a entendu à la même époque, parce que moi c'est exactement, c'est très différent, mais donc Okora, Chant du Monde, les anthologies d'UNESCO, Oui, celles-là, on a entendu les mêmes, hein, oui, Arion, voilà, Okora, moins, mais oui, c'est venu un peu plus tard. Une quarantaine de disques, entre C'est ça. 60 et Exactement. 70 par là, Oui. hein, à la grande époque. Mais il y a des choses qui vraiment tiennent encore, Ah oui, des choses magnifiques. Et alors, justement, la question que je vais te poser, c'est, avec les musiques modales, tu n'as pas eu une bifurcation vers le flamenco, l'Andalousie? Eh ben, j'aurais bien aimé. Et si je devais refaire le même parcours, j'aurais choisi de faire du flamenco plutôt que du classique, parce que les éléments classiques, il y en a dans le flamenco suffisamment. Et ce qu'il y a de vraiment très précieux, c'est le sens du rythme. Il y a le rythme, c'est pas simplement la pulsation, c'est des cycles à 12 temps, c'est pas évident. Et puis, forcément, après, ça ouvre à l'improvisation. Donc, beaucoup de guitaristes classiques, au bout d'un moment, ils sont dans une impasse. Parce qu'il n'y a pas un répertoire aussi vaste et qui couvre autant d'époques que d'autres instruments. Et ça reste un peu un instrument aussi individuel. Mais le flamenco, par contre, ça ouvre beaucoup plus. Donc, voilà, mais enfin, après, j'ai compensé en faisant de la musique orientale. Mais le flamenco, effectivement, j'en écoutais beaucoup. Mais il n'y avait pas les moyens d'apprendre. Il n'y avait pas de classe, pas d'instrument, il n'y avait rien. Même en guitare classique. J'étais presque un autodidacte. Enfin, où j'ai commencé comme autodidacte, j'ai pu avoir vraiment un enseignement très court qui m'a mis dans la bonne direction. Et après, moi, j'ai pu vivre de mes cours de guitare, parce qu'il fallait quand même, à cette époque, hein, on n'avait pas des bourses ou des moyens comme ça, il fallait se débrouiller pour survivre. Donc j'ai survécu pas mal d'années en donnant des cours, et dès que j'ai pu arrêter pour faire que de la musique orientale, j'ai rangé la guitare, j'ai plus jamais touché. Ah oui, parce que là, ce que tu dis, flamenco, c'est pour ça que je te pose cette question. Moi, j'ai été fracassé par le flamenco en 61-62, grâce à un ami qui faisait l'école des beaux-arts de Paris ici, il était andalou, hein, de Barbate, de Verrères, et il m'a emmené là-bas chez lui. Et là, pour moi, ça a été inimaginable. Alors, bien sûr, l'espagnol n'étant pas ma deuxième langue, donc voilà, sinon je ne serais jamais revenu. Et là, j'ai compris avec lui qu'on ne pouvait pas. Moi, c'était la voix qui me passionnait. Je ne suis pas un instrumentiste, je suis quelqu'un de la voix. Et là, j'ai été bouleversé, mais toujours aujourd'hui. Hein. Là, j'ai presque tout ce qui existe. Et bien sûr, de là, après, on se retrouve avec l'Orient, on se retrouve avec tout ça, avec les voix. Et toute la tradition arabo-andalouse, on remonte à l'Inde,
avec les droupades, mais c'est inimaginable. Alors je parle de la voix là maintenant, plus de l'instrument et de la voix. Moi, Oui. c'est ça ce qui m'a... En fait, j'ai retrouvé le flamenco des dizaines d'années plus tard, mais à la source. On pourrait Oui. dire à la À la source. source, voilà. C'est ce que j'appelle les proto-gypsy en anglais. C'est Oui. le titre Oui. d'un CD que j'ai fait. The Mystical Fiddle of Proto-Gypsy, la viole magique des proto-tziganes. Et c'est très intéressant parce qu'à cette époque, je travaillais cette musique, je découvrais, je me plongeais dedans. Et mon fils qui avait 18 ans, il plongeait dans le flamenco. Et puis chacun dans son coin, hein, il faisait très bien ça, moi aussi. Puis un jour, on s'est retrouvés, on s'est dit, mais attends, la pulsation, là, qu'est-ce que... Moi, j'avais enregistré des pulsations rythmiques, donc pour bien me caler correctement. Et puis, c'était les mêmes que dans le flamenco. On s'est dit, mais c'est le même système, c'est la même conception, avec des syncopes et tout ça. Simplement, bah voilà, c'est donc la route des tziganes, des gypsies, depuis le Karachi. C'est à Karachi que vraiment j'ai commencé à travailler. Ça, ces gypsies, on les a en Iran aussi, dans le sud, Karachi, Pakistan. Et puis finalement, voilà, mon fils aussi est venu là-bas. Je l'ai amené et il a tout de suite chopé les pulses et l'accompagnement. Et puis on a fait souvent des concerts ensemble. Oui, donc la source, c'est bien... on dit Karachi, mais est-ce que c'est l'Inde? Ces Au nord, musiciens-là, oui. À non, l'origine. ces musiciens, moi je les considère comme ça. Oui. C'est une ethnie assez mystérieuse qui ont un don fabuleux pour la musique et qui se déplacent par groupe comme ça et qui occupent des espaces entre l'Inde, peut-être le Rajasthan et l'Andalousie. Et à chaque fois, ils mettent leur talent au service d'une musique locale. Alors là, j'étais à la source pratiquement, parce que, mais pas tout à fait, parce que certains disaient, oui, on vient du Gujarat, on vient un peu de là-bas, du fond de l'Inde, on est maintenant je sais pas, à 500 km chez les Baloutches, et là, les Baloutches, c'est une autre ethnie. Les Baloutches, ils distinguent des couches sociales, les vrais... Baloutches qui étaient des Iraniens, des gens des tribus qui venaient du centre-Iran, et les musiciens qui viennent complètement de l'Est et qui se mettent au service et qui ont un statut inférieur par rapport au statut tribal et héréditaire. Mais en même temps, tout ça très, très, très ouvert, une société très, très ouverte. Donc là-bas, ils jouaient une musique, on ne peut pas dire... Ils jouaient la musique des Baloutches. Et puis si vous les retrouvez 2000 km plus loin, ils jouent la musique du nord de l'Iran, de la Turquie, des Makam, en Égypte, paraît-il aussi, jusqu'au flamenco. Et les techniques vocales, parce que là, on parle de musique, mais la technique vocale, c'est encore autre chose. Les techniques, je ne dirais pas technique, mais il y a un style. Il y a un style, oui. Le style de par exemple, justement. Par exemple, dans le flamenco, on a cette façon de chanter, d'ailleurs arabo-andalouse, hein, avec des mélisses, par exemple. Ben ça, on le trouve pas du tout dans le monde arabe oriental, pas en Turquie, pas en Perse, pas en Afghanistan. Et hop, chez les Baloutches, ça y est, on le trouve. Donc des fois, il y a vraiment des analogies. Et parfois, il y a des modes. Finalement, j'ai trouvé un jour un petit bouquin qui est en anglais, édité par un type qui s'appelait Monsieur X Baloutch, nom de famille, et qui disait les origines sindhi du flamenco. Donc le Sindh, c'est à côté de Karachi. Le Karachi, c'est dans le Sindh. Donc, c'est un Pakistanais qui pratiquait la musique de la région, donc Karachi et le Sindh, et qui s'est retrouvé un peu diplomate en Espagne. Et là, tout d'un coup, il s'est mis à chanter flamenco. Il y a même des affiches
où ils chantent le flamenco avec les gitans du coin. Ça fait quand même des connexions sur combien 7000 kilomètres. Ah oui, ça c'est étonnant. Moi j'ai vécu des festivals entre 61 et 63 où il y avait zéro touriste. J'ai jamais revécu une chose pareille. Où il y avait des gens de 15-16 ans, des chanteurs, joueurs, chanteurs. Je me souviens, Juan Talega avec Maïrena, ils sont tous morts. Jamais je n'ai vu ça. Ça durait la nuit entière, de 8h du soir à 6h du matin. Et j'ai découvert là-bas quelque chose qui pour moi m'a frappé parce que je pense que j'étais influencé énormément parce que mes improvisations vocales viennent de là, les saetas. Oui. La pure voix, libre. 1 heure, 2 heures, 5 heures, ce que tu veux. Et je n'ai jamais retrouvé ça nulle part. Oui. Hein? Peut-être que toi, en Inde, il y a des... Non, il y a une autre genre de connexion très mystérieuse. Qu'est-ce que c'est les saetas? C'est les jours sacrés, le vendredi saint et des jours comme ça, où il y a des processions de pénitents masqués précédés par des trompettes, hein, c'est ça, si je me souviens. Absolument. Dont on imite, et puis des caisses claires avec des tambours, avec des baguettes. Et je ne l'ai pas vu, mais bon, c'est assez connu. Quand la procession passe devant une maison, si quelqu'un a envie de chanter des versets religieux, il se met au balcon à la fenêtre et il chante. Et l'ensemble, alors là, c'est comme un reflet, comme le miroir des rituels qui se déroulent dans les jours saints de l'islam chiite, notamment en Iran, mais aussi un peu, il y en a au Pakistan aussi, dans les communautés chiites. Moi, j'ai vu ces choses en Iran, c'est la même chose, une procession avec des gens qui se battent la coulpe, qui scandent des invocations, la trompette, on est en Perse, mais c'est la trompette avec des percussions, c'est très pathétique. Les gens sur le chemin pleurent, et il y a des chanteurs qui peuvent être excellents, vraiment qui font des vocalises sur des textes mystiques. C'est comme c'est la même chose que ce qu'on voit en Espagne. On se demande comment ça c'est possible, qu'est-ce qu'il y a eu. On ne trouve aucune connexion palpable. Ah oui, c'est étonnant. Et c'est dans les deux cas, évidemment, on célèbre le martyr. Oui, oui. Et il y a aussi, d'après des sources antiques, à Boukhara, il y avait le même genre de choses. On célébrait le martyr d'un héros de la geste ancienne iranienne, une mort tragique, et les gens pleuraient. Alors on ne sait pas trop comment c'était. Enfin bon, cette idée de célébrer un martyr par des cérémonies, c'est ce qu'on retrouve là et là et là. Alors la deuxième, sinon il n'y aura que deux questions, c'est ton itinéraire à l'intérieur et tes explorations vers justement le soufisme, puisque moi je me souviens, j'avais entendu le disque, et après c'était ou une cassette ou un CD, lorsque tu avais enregistré, c'était en Union soviétique, et tu racontes que justement là ces cérémonies soufistes très spéciales étaient complètement interdites. Oui, c'était au Turkestan chinois. On enregistrait, j'étais avec une jeune collègue qui a réussi brillamment après. Et on enregistrait des musiciens, tout se passait très bien. Il faut imaginer, hein, c'est la Chine communiste, hein, pure et dure. Et à un moment, les musiciens, bon, on avait fini, ils étaient contents, ils ont dit « Ah, on peut aller à la mosquée, il y a de la musique et de la danse. » Quoi, de la musique et de la danse dans une mosquée? Eux-mêmes, ils ne savaient pas trop. Alors on a pris une petite charrette tirée par un âne, tagadak, tagadak. On a traversé la ville,
je dois dire, la ville, maintenant, je crois qu'elle n'existe plus. Elle est noyée par des tours et des immeubles. Il y a surtout des Chinois maintenant. À l'époque, c'était que des Ouïghours, donc c'est des Turcs de Chine. Et puis, on s'approche, et puis moi j'entends... Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est? C'est des sons que je connais très bien. Et puis, ça y est, on est dans une grande pièce, euh, presque dans un brouillard, parce que le sol était de la terre battue, et que ça faisait déjà peut-être une demi-heure que les derviches, donc on dit soufis ici, plutôt derviches, faisaient leur circumambulation, leur danse giratoire sur un fond sonore d'invocation rythmée, comme on fait toujours, donc sur des noms sacrés, et par-dessus des chantres avec des superbes voix qui psalmodiaient des hymnes, des textes mystiques. Alors voilà, on est en Chine, déjà les expressions religieuses sont suspectes, et on est là en plus dans une communauté musulmane, et en plus des derviches, et qui vraiment, bon, c'est des gens du peuple qui se donnaient à fond là-dedans, avec différentes phases. Et ce qui est curieux, c'est que tout d'un coup, j'ai senti que tout se passait bien. C'est des gens très... C'est sûr qu'ils mettent une énergie extraordinaire dans leur rituel, mais c'est des gens très bienveillants, très ouverts. Je me suis dit, je crois que je peux enregistrer. J'ai commencé à farfouiller. J'avais un Stellavox, c'est quand même du matos assez lourd, quoi. C'est pas les petits gadgets, c'est pas un téléphone mobile. Hein. Et puis j'ai enregistré avec les micros dans une main. Puis à un moment, je me suis dit, tout a l'air bien, tout est bien, l'ambiance est super. Pourquoi moi je communique avec ces gens? Pourquoi est-ce que je sors la caméra et je filme? Voilà. Ça les a pas dérangés. Personne ne me regardait, juste un des chanteurs qui regardait. Au bout d'un moment, il tournait et puis passait devant la caméra. On le voit sur le film. Il regarde la caméra. Puis à un moment, il s'arrête un peu. Il dit « Sony ?» Alors bon, c'était un chanteur religieux, un mollah. Il était moins impliqué que les autres. Il était là, il avait une belle voix, quoi. Mais les autres, ils tournaient. Il y en avait qui tournaient sur eux-mêmes. Les vraies danses des derviches tourneurs, c'est là que je les ai vus. Parce que là, c'est vraiment dans leur culture. C'est pas du show, c'est pas ritualisé. Si, c'est ritualisé, bien sûr. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, mais bon, c'est complètement dans leur sang. Et ils se donnent à fond, au point que des fois, quand tout s'arrête, quand on dit, bon, maintenant, fini, il y en a qui ne peuvent pas s'arrêter de tourner. Sur le film, on en voit même, il y en a un tout le monde s'est rassis, et puis il y en a un qui tout d'un coup se lève parce qu'il ne peut pas, il est pris dans l'invocation, et il est pris par le feu de l'invocation, et là, ils sont obligés de venir à 2-3 pour l'arrêter et le bloquer, et puis finalement, très gentiment, il s'assoit, et puis il pose la tête sur les genoux de l'autre qui est à côté de lui, qui lui tapote sur le dos pour qu'il retrouve ses esprits. Des scènes comme ça, j'y attache pas plus d'importance qu'il faut. Attention, faut pas confondre. Je dis pas que c'est le summum de la mystique, de la théosophie au sens réel du terme, c'est-à-dire de la connaissance spirituelle. Non, mais c'est des pratiques hautement respectables qui ont un effet sur les individus qui est vraiment positif et qui globalement ont aussi un effet sur la société. Il faut se rappeler que ce sont des groupes de derviches comme ça qui ont favorisé il y a plus d'un siècle l'enseignement ouvert à tous, les écoles, la culture,
les livres, la lecture, la connaissance des langues étrangères, comme d'abord l'arabe, puisque c'est la langue rituelle, mais aussi le persan, qui est la langue mystique. Donc en Chine, les Ouïghours, qui sont des Turcs vraiment d'origine, hein, qui ont tenu une culture et qui a eu une influence sur la société laïque. Ils ont eu vraiment, c'est pas des groupes isolés, coupés du monde, c'est des gens qui agissaient. Donc c'est ce qu'il faut dire au passage, tout en laissant en suspens la question de la valeur réellement mystique de toutes ces pratiques. Mais là, par exemple, les participants peuvent être de n'importe quelle origine. Là, il peut y avoir des employés, des ouvriers, peu importe, parmi ceux qui chantaient, qui faisaient l'expérience. Parce qu'il y a pas mal de gens qui chantaient là. Non. Non. Les chanteurs, c'était des gens qui avaient des belles voix, oui, et qui avaient un peu peut-être plus de culture littéraire, qui connaissaient quelques textes et qui étaient un peu spécialisés. Ça, mais de toute façon, dans une assemblée spirituelle, comme je les ai vus toujours, il n'y a pas de différence de statut. Un paysan à côté d'un ingénieur, d'un fonctionnaire, d'un haut fonctionnaire du gouvernement, si le gouvernement est favorable et pas défavorable à ces choses-là, un médecin, un petit employé, un gamin, parce qu'il y a aussi des enfants. Souvent, il y a des enfants qui viennent, pas tout petits enfants. Les petits enfants, ils restent un peu derrière, ils regardent. Mais là, dans cette séance, parce qu'on le voit sur le film, il y a un jeune homme de 15 ans peut-être, qui participe bien et qu'on encourage. Mais ça, c'est les détails. Il faut revenir aux paroles des maîtres soufis. Par exemple, Maulana Rumi, dont se réclament les Mevlevis, donc c'est presque le fondateur des Mevlevis. Il dit dans un très beau poème en persan, il dit, bon, je traduis, il dit, je ne suis pas... d'abord, il commence à dire na Tarsao, na Gabram, na Yahudium, na musulman. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas zoroastrien, je ne suis pas juif, je ne suis pas musulman. Que faire, mes amis? Quel conseil vous me donnez? Je ne suis ni ça, ni ça, ni ça. Après, il dit, je ne suis ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni de la mer, ni de la terre. Donc, voilà, c'est dépasser tout ce qui vous conditionne en tant que peuple, en tant qu'adhérent d'une croyance particulière pour arriver à une universalité. Toute identité. Oui, mais... On sort des identités. Toutes les identités qu'on vous colle comme ça pour retrouver le vrai soi. Comme connais-toi toi-même. Voilà, bon, voilà. Ça, on revient au grec. Mais c'est exactement ça, la connaissance de soi pour arriver à la connaissance de Dieu. Oui. Donc, ces gens-là, Rumi et les soufis, dans le Moyen-Orient, tu le sais très bien, sont des gens qui ont été considérés historiquement, jusqu'à aujourd'hui, comme dangereux. Pour ces raisons-là. Oui. Parce qu'ils te déconditionnent de l'idéologie locale ou nationale. Tu rentres dans le cosmos spirituel. Oui. Hein? Dit en raccourci, c'est comme ça. Après, il y en a qui sont arrivés à des époques où dans des espaces où ils avaient de la chance, où on les a pas vraiment embêtés, ou bien ils arrivaient à tenir tête. Par exemple, justement, Maulana Rumi, il y a plein d'histoires comme ça où il se fait harceler par des bigots, mais il avait aussi l'appui du gouvernement local. Ça, c'est important. C'est pas toujours comme ça. Bon, il a eu cette chance. Il avait aussi une culture phénoménale qui permettait de répondre à tous. Bon, il y a beaucoup d'histoires comme ça.
on vient lui, les bigots, les théologiens, enfin voilà, disons les professionnels, les religieux professionnels, c'est une espèce particulière. Donc, alors les religieux qui viennent essayent de le coincer, et puis ils donnent des réponses qui les anéantit. Mais il y a une autre histoire dans ce genre qui est à la fois plus dramatique, puisque le saint a fini par être assassiné par les religieux professionnels. C'était Mostar Ali Shah, donc vers 1800, pour simplifier, vers 1800, à Kerman, au centre Iran, il se fait harceler. C'est un grand mystique qui en plus jouait du sétar. Alors ça aggrave son cas. Donc, il jouait du sétar et il priait avec l'instrument. Au point paraît-il, il y avait une sécheresse qui durait depuis longtemps et ils sont allés l'implorer de faire quelque chose. Il a dit, bon, je vais essayer ce soir, je vais prier pour que la pluie tombe. Et il a pris son instrument, il a joué, le lendemain la pluie est tombée. C'est des histoires de faire tomber la pluie. Bon, ça se trouve encore, hein. Il y a des pratiques pour ça, mais pas forcément mystiques. Enfin bref, c'est pour dire qu'un jour, ces religieux professionnels l'agressent encore pour le coincer avec des questions de points de théologie, voir s'il répond faux. Là, on a un bon argument pour Et donc, ils posent leurs questions. Et puis, il y avait là un simple porteur d'eau qui ne comprenait pas grand-chose. Bon, un pauvre homme du peuple, illettré. Et le saint, au lieu de répondre, il lui dit « Réponds ». Et le porteur d'eau se met à donner la réponse théologique parfaite. C'est ça. Une autre fois, puisqu'on parle de musique et que ce saint a fait quelque chose d'important, il a rajouté une corde à un instrument. Rien qu'en rajoutant la corde au bon endroit sur un instrument de 3 cordes qui devient 4, ça a changé complètement la musique. On vit encore sur ce coup de génie qu'il a eu. Sinon, c'est plus le même instrument. Une autre fois, il expliquait quelque chose et il disait à ses amis, par exemple, si je dis à ce chat, il y avait un chat, si je lui dis de danser, et puis le chat, il se met à danser. Et le saint, il dit, j'ai dit si je dis de danser, j'ai pas dit de danser. Ah oui, parce que là on aborde la troisième question. En fait, moi, c'est ce que j'appelle ça, moi, la poésie absolue. Hein. La poésie absolue, qu'elle soit en Orient ou en Occident, que ce soit à travers le soufisme, ou à travers le bouddhisme tibétain, le bouddhisme hindou, le zen, si elle est absolue, elle brise les soumissions et les identifications. Et c'est dans ce sens-là, la poésie absolue, que ce soit sous la forme, chez nous, par exemple, le Domal, le grand jeu, le mot analogue, ou Antonin Artaud, c'est évident que c'est dangereux pour notre société. Aujourd'hui aussi, même ici. Tu as parlé des professionnels, mais ici on a les professionnels aussi, qui nous empêchent d'exister, qui sont ceux qui tiennent la culture. Oui, Hein? tout ça est là, mais je pense que la spiritualité ne nous pousse pas à s'engager dans un combat qui soit autre que de la pensée, euh, un combat moral, mais pas de prise de position frontale. Même Ibn Arabi, qui était un grand soufi, il disait ne frappe pas la religion au visage. Il voulait dire pas d'agressivité, laissons les choses comme elles sont, pas de révolte dans ce sens. Parce que là on bascule dans autre chose. Le combat, il est d'abord intérieur. Sinon,
c'est ça le djihad. On parle toujours du djihad. Non, le djihad, c'est lutter contre ses propres diables. Euh, à une époque historique, quelques années, il a fallu que un groupe résiste à un autre groupe. Ça s'appelait le djihad. Après ça, c'est terminé. Les théologiens sont tous d'accord là-dessus. Hein. Je veux dire, même les professionnels, théologiens professionnels musulmans, il n'y a pas de djihad. Alors, euh, dans, au niveau spirituel, euh, l'action, elle se passe sur un autre plan. Voilà. Il n'y a pas une révolte. La révolte, ce serait finalement se retourner contre Dieu, puisque Dieu laisse faire. Ben, on agit autrement. Voilà. Oui, mais c'est ce que dit Daumal dans son texte, qui est difficile à lire aujourd'hui dans ce contexte européen. C'est un texte fondamental qui s'appelle La guerre sainte. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est exactement cela. Contre soi-même. Bah, il a dû, oui, voilà. On est dans les universaux. Oui, exactement, exactement. Mais c'est vrai. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Tout dépend de ce qu'on veut dire. Mais c'est dangereux sur ta propre vie parce que ça te conduit de toute façon, l'expérience spirituelle te conduit à l'isolement. Et je parle là aujourd'hui, on finira là-dessus, dans le tourisme mondial qu'on est en train de développer, que l'Occident développe sur la terre entière, nous sommes soumis à ce tourisme mondial. Et cette voie-là, cette voie spirituelle, a une grande difficulté, puisqu'on arrive à même rendre touristique le soufi. Oui, effectivement. Et ça, oui, c'est le signe des temps. Hein. Il y a beaucoup d'avis convergents sur le fait qu'on est dans une époque, on est vraiment au fond. On n'a pas encore touché le fond, mais on y arrive. On y arrive. Pas la peine d'invoquer le Kali Yuga parce que ça fait 2000 ans déjà qu'ils en parlent. Oui. Mais là, on est vraiment on est dans l'urgence. Les conditions, tout est fait pour occulter cette chose-là, pour satisfaire les besoins immédiats, pour détourner l'attention, en fait. Voilà. Alors, que faire dans des conditions comme ça? Oui, il y a un courant soufi qui prônait l'isolement dans la société, c'est-à-dire être en soi-même, au fond de soi-même, dans soi-même, mais au sein de la société. Donc pas isolé d'eux, mais être soi-même, différent, et assumer. Oui, c'est une période très dure. Ce que tu dis là, ça touche la pensée, les arts, le mode de vie. Je trouve qu'il y a un danger, effectivement. Je ne sais pas comment on s'en sortira. Les avancées techniques ont des avantages extraordinaires, mais on paye très cher. Il faut voir, l'invasion des médias, comme tu dis, la touristification de tout. Moi, j'ai vu basculer tout ça en 40 ans de terrain, quoi. Tout la page a tourné. Au point que, comme musicien traditionnel, les peu qu'on ait encore, qui ont compris le sens profond de ces arts, de ces pratiques, on n'ose plus parler. À une époque, par exemple, moi, on me consultait. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire là? Il y a une bonne idée. Qu'est-ce qu'on pourrait inviter? Qu'est-ce qu'il y aurait? Voilà. Maintenant, non seulement on ne demande rien, mais nous, on n'ose rien dire. Pour la musique, on va à des concerts, on est consterné, on est affligé. Après, on ressort, on dit merci, oui, merci. Non, c'était, ben oui, mais toutes les musiques, bien sûr, non, c'est bien aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Même si ça ressemble à ce que ça devrait être, c'est à côté de la plaque.
les 3/4 du temps. Voilà. Oui, alors toi, comment, là c'est la fin, là. Comment toi, tu envisages maintenant ta divagation dans ce monde-là, ton voyage à l'intérieur de ce monde complètement aberrant, ton type d'action, je veux dire, actuel, Oui, mais d'intervention, je sais. moi je navigue à vue, Oui, hein. oui, J'ai pas un plan. oui. Euh, j'avais j'avais une ligne il y a 10 ans, 20 ans, euh, que je viens Hum, d'évoquer. C'est-à-dire, voilà, essayer de promouvoir des valeurs, des choses comme ça. Maintenant, je vois que c'est pas la peine. Euh, il vaut mieux se taire, il vaut mieux opiner du bonnet et dire, bon, du moment que c'est pas catastrophique, laissons faire. Et peut-être qu'il y aura quelque chose qui passe, hein, des eaux souterraines, des ruisseaux qui passent hein, sous la surface et qui pourront un jour voilà, apporter des résurgences. Peut-être quelque chose va. Peut-être que c'est le destin des traditions, mais c'est vrai que dans l'histoire, c'est arrivé, quoique, bon, des décadences, mais tout ce qu'on peut faire, c'est, dans la mesure de ses pauvres moyens, de temps en temps, montrer quelque chose. Montrer quelque chose qui vraiment, qui est porteur de valeur, et qui soit, je ne veux pas dire authentique, parce que maintenant, j'ai discuté avec quelqu'un qui me parlait de l'authenticité de la musique, de vulgarisation, l'authenticité du tourisme. Enfin, bon, mais des musiques qui ont des arts, des expressions profondes. Voilà. Ça, de temps en temps, montrer ça, bah, les gens ont qu'à comprendre. S'ils comprennent la différence, s'ils ne comprennent pas, puis Moi, je on crois peut que pas. tu fais partie d'une sorte de diaspora, d'individus, de singularité. Et moi, je vous considère, nous aussi, différemment, comme des témoins, des témoignages, des témoins, sans plus, des témoins, Voilà, qui transmettent quelque chose. peut-être, j'espère que ça Euh, transmet. Quand on parle de tradition, moi, je dirais ils transmettent une expérience spirituelle, pas une tradition dans le sens idéologique, ancien, mais une véritable expérience qui se renouvelle sans arrêt. Et il y a, moi je rencontre des jeunes qui ont 20 et 30 ans, il y en a peu, hein, mais ils sont complètement dans cette direction. Ils cherchent, il y en a. Oui, il y en a. Moi je les ai rencontrés alors, dans la voie de Domal et du mot analogue, incroyable. Alors, moi je suis dans les écoles d'art, tu vois, donc j'ai rencontré deux là, invraisemblables. Complètement ce que tu dis. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce petit film pour le FRAC, c'est pour essayer justement d'ouvrir cet espace d'art à autre chose que simplement de la production artistique. Mm. Montrer que l'art dans sa force fondamentale est spirituel. Sinon, c'est rien. Ce n'est que une mode, Oui, d'un nouveau tourisme. distraction. Distraction, C'est voilà. 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 Oui, c'est ça. En fait, tu me demandes qu'est-ce que je fais. Oui, c'est ça. Je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je témoigne. Mm. Je témoigne par l'écrit. Je Mm. témoigne en produisant des disques. Mm. Euh, je- Qu'est-ce que je viens de faire? Voilà, ce qui est sorti hier. Je suis arrivé de Turquie. J'ai vu, un paquet de 10 CD. Qu'est-ce que c'était? Bon, c'est des petits exemples, mais c'est les chanteurs d'Azerbaïdjan, de la République, maintenant c'est une République d'Azerbaïdjan, des années 1920, des vieux enregistrements. C'est l'Azerbaïdjan, j'ai insisté qu'en Iran, on publie ça. Et il y a un public, c'est des voix extraordinaires. Tu parlais de flamenco, mais c'est le flamenco au top. Euh, Ce CD, double CD, sélection, prix d'Azerbaïdjan, par des circuits assez discrets, presque confidentiels, mais pas du tout clandestins.
les Azerbaïdjanais vont être ravis. Et qu'est-ce que je fais? Voilà, je balance ça pour le public iranien et accessoirement pour le public français, enfin européen, s'ils arrivent à obtenir le CD. Mais c'est ça, c'est montrer qu'est-ce que ça produit après. Montrer au peuple iranien à quel point la musique des voisins, qu'on regarde un peu comme des sous-cultures, à quel point ils étaient forts et à quel point ils sont redevables aussi de la musique des Iraniens. Hein, l'Iran, l'Azerbaïdjan, c'était un peuple qui, avec des nuances de langue et des choses comme ça, mais pas plus. Maintenant, ces deux pays séparés, qui se regardent en chien de faïence, plus ou moins, ben non. Regardez, vous étiez un, et regardez cette richesse, cette qualité musicale que vous êtes en train de perdre. Parce que là-bas, le chant est encore vivant. Il y a des fêtes, il y a des occasions, on donne de la voix. Là-bas, maintenant, du côté iranien, vous êtes un peu coincé. Alors essayez de vous décoincer. Des choses aussi simples que ça. Et ça porte réellement un message spirituel. Parce que ces chanteurs-là ne prenaient pas leur art à la légère. C'était quelque chose d'essentiel. Il y a vraiment un fond, des valeurs, une spiritualité qui est derrière, même si ça, en apparence, c'était pour plaire et émouvoir les gens. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire. Je dis, je témoigne avec en faisant rapprocher, en faisant circuler les choses. Pareil, ces enregistrements que j'ai fait à Konya, dont je parlais, en 83, dans une assemblée incroyable de derviches, des grands maîtres de musique qui ne s'étaient jamais rencontrés, et un événement qui n'a jamais eu lieu avant ni après, parce qu'ils me l'ont dit. Le CD, il est sorti. Les Turcs ont pu l'écouter. Le CD est sorti en Iran, qui casse un peu toutes les idées touristiques, justement, qu'on peut avoir des Mevlevi, des derviches tourneurs. Là, on a vraiment l'essence de la chose, à un niveau artistique flamboyant. Donc, après, j'écris, je raconte, je rapporte ce qu'on m'a dit, ou alors, carrément, j'interroge. Plutôt, je laisse parler. Des gens se confient à moi, me racontent des choses incroyables. Tout ça, j'enregistre, je note, je présente. Voilà. Je suis un transmetteur.